Bonsoir Anne. Euh, Bonsoir. Bienvenue sur un épisode de Regard Libre un peu spécial. Donc ce soir, je reçois Anne Trouby du mouvement Les Antigones. Donc je suis depuis pas mal de temps vos actions. Et ce soir, je voulais discuter avec vous de deux sujets. Un premier sujet sur la liberté éducative et le second sujet sur votre article dans Valeurs Actuelles sur les mesures sur le Covid, sur le Covid-19, et sur lequel, en fait, nous, enfin, la chaîne est plutôt libertarienne, mais on se retrouve beaucoup dans les propos que vous défendez sur à la fois le Covid et la liberté éducative. Donc, c'était pour moi l'occasion de vous rencontrer et que vous présentiez vos actions. Donc, oui, pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter le mouvement Les Antigones, ce que vous faites Déjà, je vous remercie de votre invitation déjà, et puis de nous suivre depuis longtemps, ça fait toujours plaisir. Alors, le mouvement Antigone est né donc en 2013. Euh, c'est un mouvement qui cherche à proposer donc une réflexion et des publications sur la question de la féminité et de la complémentarité homme-femme. Donc, on pose comme prémisse justement l'existence d'une différence entre hommes et femmes et qui se manifeste sous la forme d'une complémentarité. Et notre sujet, c'est aussi tout ce qui peut concerner les femmes dans la société actuelle, toutes les problématiques qui peuvent les concerner de près ou de loin. Ce qui nous permet de brasser assez large. On a choisi comme nom Antigone parce qu'on se place aussi dans une tradition philosophique et politique qui part d'Aristote, qui passe par saint Thomas d'Aquin. Et donc, nous cherchons aussi à défendre les lois naturelles du monde, et c'est justement parmi lesquelles cette question de la complémentarité homme-femme. Et c'est aussi justement au titre de ce patronage politique qu'on s'est beaucoup engagé dans la défense des libertés publiques, parce que c'est un sujet qui n'a fait que monter avec les dernières lois qui sont passées. Et on s'est aussi du coup beaucoup intéressé à la question de l'éducation, puisque voilà, c'est une prérogative en partie féminine, et parce que la liberté éducative a été attaquée de toutes parts dernièrement par de multiples projets de loi et par de multiples lois qui ont été votées et actées. Oui, donc le prétexte pour attaquer ces libertés, ça a été, bon, il y a eu des attentats de profs, enfin, il y a eu voilà, l'assassinat de Samuel Paty, il y a des attentats islamistes, et en gros, l'argument, la justification pour limiter cette liberté éducative par les parents, c'est de dire, attention, vous voyez, si on laisse les parents gérer leurs enfants, ils vont devenir des terroristes, donc il faut arrêter ça, il faut tout contrôler. Euh, Et donc là, ça, vous dites Ah que bah, c'est faux. Moi, je pense que c'est faux, mais alors. de fait, alors ça, c'est l'argument circonstanciel, c'est l'argument du Ouais, moment, mais il faut quand même replacer ces attaques dans un contexte. Elles ne datent pas d'hier. ouais. Dès 1998, là, il y avait une loi qui a été proclamée qui proclamait donc la priorité des établissements d'enseignement. L'instruction en famille devait rester déjà un cas exceptionnel qui répondait à des circonstances particulières. Donc déjà en 98, on avait une première attaque à la liberté éducative et au principe même de la liberté éducative qui donne un choix plein et entier des modes d'instruction aux familles. Donc ça ne date pas d'hier, c'est-à-dire que l'excuse Ouais. d'aujourd'hui, c'est le terrorisme. Ce n'est qu'une bonne excuse. Il y a d'autres moyens de combattre le terrorisme. Il y a déjà un arsenal législatif qui existe. Et par ailleurs, on se concentre beaucoup là sur les conséquences. Il ne faut pas oublier que toutes ces restrictions à la liberté éducative visent essentiellement la possibilité de l'instruction en famille, donc qu'on surnomme l'IEF, j'ai tendance à dire IEF, donc je m'explique dès maintenant, et les écoles hors contrat, sachant que les derniers terroristes en date, qui ont fait des attentats sur des écoles notamment, etc., ne sont pas passés par ces modes d'instruction. Ouais, en plus, c'était souvent Il faut quand même le Là, c'était un souligner, et que Tchétchène par ailleurs, il y a un terrible. certain nombre d'établissements qui sont fermés, qui sont des établissements qui sont totalement illégaux, qui n'ont jamais été déclarés
en école hors contrat ou quoi que ce soit. Par ailleurs, il y a des écoles coraniques qui ont été pointées du doigt pour leurs enseignements, auxquels vont des enfants en dehors des temps d'école, mais des enfants qui sont scolarisés par ailleurs. Donc tout cela n'est qu'une bonne excuse. Là, je vous renvoie à notre site sur lequel on a un article qui explique ça un peu plus en détail, avec des chiffres, etc., qui s'appelle donc Terrorisme, la bonne excuse. Je rajouterai le lien. Et c'est quelque chose qui ça fait depuis déjà donc 2005 et le premier état d'urgence pour attaque terroriste qu'on nous sert cette excuse-là pour faire passer des lois de plus en plus liberticides. Il faut savoir que toutes les lois les dispositions prévues dans l'état d'urgence de 2005 sont désormais quasiment toutes passées dans le droit commun. De même, là, à l'heure actuelle, on se sert du Covid pour faire passer un certain nombre de lois extrêmement liberticides, dangereuses, pour tout simplement la marge d'action politique des citoyens. Voilà. Et sur le... Oui, donc vous disiez que ce n'est pas une tendance qui date de... Bon, là, il y a les circonstances, mais c'est une tendance... Ça fait longtemps qu'il y a cette tendance de vouloir enlever les enfants à l'éducation de leurs parents. Vous disiez, depuis 1995, mais en fait, on peut même se dire que depuis la création de l'instruction publique et l'éducation nationale, et même dans le projet révolutionnaire, où certains révolutionnaires disaient que les enfants appartiennent à la République et pas leurs parents, on peut se dire qu'en fait, depuis le 1789, c'est un peu le projet, quoi. De fait, il y a des racines philosophiques et intellectuelles, mais qui remontent même un petit peu avant. Justement, ce principe de valeur républicaine sur lequel on reviendra sans doute en parlant plus en détail de la loi, ce principe-là, ce sont des principes qui sont nés dans un certain contexte historique, celui effectivement de la Révolution française, dans un contexte de combat contre la religion catholique, qui avait la primauté à l'époque. Et c'est pareil, la laïcité française est née dans ce contexte-là, donc ce n'est pas neutre en fait. Il faut quand même le rappeler. C'est intéressant de le rappeler. Et par ailleurs, donc l'éducation nationale est née dans ce contexte et est née avec une volonté justement donc d'arracher l'enfant effectivement à ses déterminismes familiaux. Voilà, on n'hérite pas impunément de ça. C'est quelque chose d'extrêmement important dans toute cette conception moderne de l'école. Ouais. Et comment on peut lutter contre ça? Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre ça? Je sais qu'il y a certaines personnes à droite ou chez les libéraux qui parlaient de chèque éducation, le fait justement de redonner cette liberté aussi parce que là, on parle de l'école à la maison avec les parents, mais il y a aussi le sujet des écoles hors contrat et même des écoles sous contrat. Mais justement, on va peut-être en venir au dur de ce sujet-là, de l'instruction en famille, parce que donc, la première chose à faire, c'est déjà se préoccuper des circonstances du moment. Les circonstances du moment, c'est qu'il y a une loi qui est en passe d'être discutée et votée. Donc là, c'est une loi donc alors, c'est ce fameux projet de loi qui était auparavant baptisé donc loi sur les séparatismes et qui maintenant a été rebaptisé une loi protégeant donc les principes républicains, ce qui est très éloquent. Dans cette loi, il y a une proposition du gouvernement pour restreindre la possibilité de l'instruction en famille. Donc, où en sommes-nous de tout ça? Il y a eu une annonce il y a quelque temps de M. Macron qui annonçait vouloir interdire l'instruction en famille purement simplement, sauf motif de santé, mais bon, ça on peut le comprendre. Ce n'était ni plus ni moins qu'une interdiction qui était prévue. Il y a eu, donc nous, on a commencé à se mobiliser à ce moment-là. Et il y a eu il y a quelques jours donc, le passage du projet devant le Conseil d'État. Donc, cette proposition-là a été jugée en l'état non conforme aux lois en vigueur. Donc, il y a eu beaucoup de titres qui se sont réjouis de cela en disant c'est bon, on n'a pas d'interdiction de l'instruction en famille. Sauf que donc, le projet a été réécrit. Il a été présenté donc, hier, le 9 décembre, lors du Conseil des ministres. Dans le cadre de toute la présentation de cette loi sur les séparatismes protégeant les principes républicains. Et cette loi garde le même esprit en fait que ce qu'annonçait M. Macron, puisque donc c'est les articles 21 et 22, je crois, qui nous concernent. Dans cette loi, l'article 21 pose donc le principe de la scolarisation obligatoire de l'ensemble des enfants de 3 à 16 ans, ce qui est quand même un renversement de situation fondamental
par rapport à ce qu'il y avait avant, puisque normalement, nous étions sous un régime de liberté éducative, en principe, puisque donc nous avions donc la possibilité de l'instruction en famille, la possibilité du hors-contrat, la possibilité du sous-contrat et de l'école publique. Là, on renverse la machine et c'était extrêmement important pour ce qui concerne la liberté éducative. Et par ailleurs, il y a une autre mesure donc dans l'article 22 qui prévoit donc un nouveau mode de fermeture possible pour les écoles hors contrat. C'est-à-dire qu'auparavant, une école hors contrat pouvait être fermée quand elle présentait des risques pour l'ordre public, pour la santé, pour la sécurité des mineurs qui y étaient accueillis. Et tout cela était fait par le passage devant un juge. Ce que prévoit donc cet article 22, c'est une fermeture administrative, donc sans passage devant un juge, en fonction d'une liste on est qui va coupable être sans être juge. définie postérieurement par ordonnance ou par décret, mais cette liste de critères a de bonnes chances d'inclure de près ou de loin le respect ou non des valeurs républicaines, ces fameuses valeurs républicaines qui ne sont définies dans aucun texte, donc qui sont ouvertes aux interprétations les plus subjectives et qui, par ailleurs, dans les textes existants, recouvrent des réalités qui tendent à faire pâlir les défenseurs des libertés publiques. Oui, c'est le règne de l'arbitraire. Donc là, on est vraiment dans une situation dangereuse. Donc la première étape, c'est déjà de s'opposer à ce texte, évidemment. Je pourrais vous expliquer après le détail du pourquoi et du comment. Nous, ce qu'on propose, c'est une initiative bien maigre, c'est d'envoyer une lettre aux députés et aux sénateurs. Ça paraît anodin comme ça, mais malgré tout, ça permet de manifester sa présence. Et cette lettre, contrairement à d'autres qui circulent et qui, bien nécessaires d'ailleurs, hein, qui témoignent du bien-être des enfants qui pratiquent l'instruction en famille et de leur épanouissement et de leurs bons résultats scolaires, notre lettre, nous, se fonde uniquement sur le principe de la liberté éducative comme condition sine qua non d'exercice de la responsabilité parentale. Donc, c'est un rappel tout simplement aux principes politiques qui fondent cette liberté et qui permet de montrer que cette liberté que cette loi va attenter à la liberté de toutes les familles et pas seulement de celles qui pratiquent ou qui comptent pratiquer l'instruction en famille. Voilà. C'est pour ça que je vous encourage à la lire, du moins, idéalement à l'imprimer, la signer, l'envoyer. Oui, je vais le faire. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Et à la diffuser. Pour tout le monde. On a conscience que ce n'est pas suffisant. C'est un premier pas. Après, il y a mille et une manières d'interpeller ces élus. On peut décrocher son téléphone, on peut aller les voir. Il y a plein de choses à faire. Et par ailleurs, cet argumentaire qu'on développe, on le met aussi à disposition de tous ceux qui veulent s'opposer à cette mesure pour que ceux qui ont d'autres moyens de s'opposer à cette loi puissent le faire. Je pense notamment à tout ce qui est collectif d'avocats, à tout ce qui est regroupement dans la sphère éducative, que ce soit professeurs, directeurs d'établissement, etc. On les entend encore assez peu. Ils ont un mot à dire là-dessus. Donc voilà, qu'on se serve de notre texte, on n'a pas de droit d'auteur dessus, on n'en cherche pas. C'est dans le domaine public pour servir ce combat-là. Oui, donc je voyais sur votre site, donc je vais mettre le lien, il y a le fichier Word à imprimer, le fichier à imprimer, on le remplit. Vous expliquez comment trouver le député et le sénateur de sa région, circonscription, et donc chacun l'imprime, le remplit, l'imprime et l'envoie à son député sénateur. Vous pouvez aussi tout simplement l'envoyer par mail, copier-coller le texte. Oui, par mail, oui, par email. Par email oui, c'est aussi si moi j'ai envoyé des emails. Le coup d'attendre vous semble excessif par rapport aux résultats espérés, n'hésitez pas à faire des mails ou à faire les deux. Oui, des mails, oui. Et est-ce que vous avez envisagé après d'autres actions? Enfin, je sais que là, avec le Covid, il y a eu plein de mesures, de décrets. Donc, pas mal de gens sont passés par le tribunal administratif pour faire des référés liberté. Au final, rien n'a fonctionné. Est-ce que c'est des types d'actions que vous envisagez de faire si ça passait? Nous, non. Vu que la loi n'est pas votée, on n'a pas cette force de frappe-là. Il faut savoir qu'on est grosso modo soit des jeunes femmes, soit des mères de famille avec des enfants en bas âge et qu'on n'a aucun financement, ni subvention, ni rien. On a un Tipeee, auquel je vous encourage à participer, qui couvre à peine nos frais quand on se rend à des conférences et qu'on se déplace pour des invitations. Donc nous, on n'a pas du tout la force de frappe pour ça.
Et sur certains sujets, on n'a pas nécessairement toutes les compétences en interne. Nous, on travaille volontiers avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent travailler sur ces sujets, mais on a plus l'habitude justement de mettre à disposition notre réflexion à qui souhaite la consulter ou nous poser des questions. Parce que tout simplement, voilà, nous ne sommes pas un lobby constitué, nous ne sommes pas un groupe de pression constitué, nous n'avons pas les moyens de l'être, mais par contre, nous pouvons aider tous ceux qui font ces choses-là. Voilà, chacun a sa place, a quelque chose à faire, et nous, notre place n'est pas forcément là. D'accord. Ok, donc vous avez un Tipeee, je mettrai aussi le lien si certains veulent vous aider, financer vos actions. Ok, très bien. Donc dans l'immédiat, envoyer un email ou un courrier aux députés et sénateurs. Et je pense que ce qui est important dans ces courriers, dans ces adresses qu'on fait justement à nos élus, c'est aussi de vraiment en revenir au principe. C'est-à-dire que sur cette question de la liberté éducative, on entend énormément d'arguments de circonstance. Pour caricaturer le débat, il y a d'un côté ceux qui souhaitent pouvoir offrir un cadre différent et qui critiquent les méthodes pédagogiques de l'école actuelle, toutes les écoles d'ailleurs, hein, et qui souhaitent proposer un autre modèle d'éducation à leurs enfants, tant mieux, qui sont face à des gens qui prennent donc l'excuse de la radicalisation et qui se disent que on n'a plus grand chose qu'on puisse faire, donc autant passer par là. Finalement, ça ne concerne que quelques pourcentages des enfants. Tout ça sont des arguments de circonstance. Ce qu'il faut rappeler, c'est réellement les principes. C'est-à-dire que cette possibilité de l'instruction en famille, c'est vraiment le dernier rempart contre la destruction du principe de la responsabilité parentale. En tant que citoyen, on est attaché à des couples de liberté qui sont attachés à des responsabilités. C'est le principe du droit du devoir. Les parents ont donc le devoir d'assurer la sécurité, la salubrité et l'instruction de leurs enfants, mais pour ce faire, normalement, on leur garantit toute liberté. C'est la condition d'exercice de cette responsabilité parentale. Si on n'a plus d'exercice possible de cette liberté, il n'y a plus de responsabilité parentale. Et effectivement, cette loi, finalement, vient constituer une dernière, quasiment, attaque à la responsabilité parentale au profit d'un contrôle croissant de l'État sur les choix des familles. Ce n'est pas la première loi de ce type. Et il y a par exemple la fameuse loi qui était surnommée la loi sur la fessée, qui était passée dernièrement, qui représente une autre attaque à l'autorité parentale. Pas parce que... C'est pareil, cette loi-là avait suscité beaucoup de débats pour ou contre la fessée, mais ça n'est pas la question. C'est pas le sujet, oui. La question, c'est que ce n'est pas à l'État de décider de la manière dont les parents vont faire respecter leur autorité, si tant est que justement, ils répondent à leur devoir qui est d'assurer la sécurité, la salubrité et l'instruction de leurs enfants. C'est-à-dire que nous avons déjà un arsenal législatif qui permet de répondre aux cas d'abus et de maltraitance. Oui. Il faut aussi le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui existent qui ne sont pas appliquées. Par ailleurs, on leur oppose des lois complètement liberticides pour pallier à des problèmes pour lesquels, en réalité, on a déjà des moyens d'action. Voilà. Et c'est pourquoi cette possibilité d'instruction en famille, qui en réalité représente un pourcentage effectivement très restreint, je crois que c'est 0,4% des familles, c'est quelque chose, c'est très minoritaire, sauf que le problème, c'est que cette loi va changer fondamentalement le rapport des parents à l'État pour toutes les familles. Oui, pour tout le monde. C'est que, de toute façon, comme vous le dites, si on n'a plus cette liberté-là, on n'est plus responsable, on devient des enfants, des mineurs vis-à-vis de l'État. Et bon, ça rejoint un peu l'article que vous aviez fait, ça me permet Bien sûr, aussi et par ailleurs, d'embrayer sur... C'est extrêmement important dans la mesure où justement la suppression, en fait, la réduction à néant, même si c'est symbolique, de cette responsabilité parentale, enfin là, c'est pas symbolique, parce que ça va être assorti de sanctions, etc. Mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où, en fait, le maintien de cette liberté éducative, de cette liberté fondamentale, c'est aussi la marque de la confiance de l'État dans la première cellule prépolitique qu'est la famille. C'est-à-dire que la famille reste la base de la société en tant qu'elle est potentiellement fertile, puisque c'est ce qui va assurer la survie de la société, même si, dans les faits, sur telle famille, il n'y aura pas forcément d'enfants. Et c'est ce potentiel, justement, ce potentiel-là que représente la famille et le foyer, qui est extrêmement important et qui fonde la société comme cellule
de base de la société. Et normalement, l'État n'a d'ailleurs de légitimité que parce que justement la famille lui délègue cette responsabilité. C'est-à-dire que normalement, le principe de base de l'éducation, enfin de cette liberté éducative, c'est que les parents sont responsables de l'instruction de leur enfant, ils sont censés l'assurer, d'accord? Ouais. Donc normalement, le principe de base, c'est l'instruction en famille. Sauf que effectivement, nous vivons dans des sociétés complexes et qu'il y a toujours eu justement des moyens de déléguer cette responsabilité à un tiers. C'est un mode d'exercice de cette responsabilité, mais c'est une possibilité secondaire. Voilà. Que met à disposition l'État, la société, les cercles proches et moins proches. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'État qui donne des dérogations aux parents pour exercer leur autorité ou faire des choix éducatifs. Actuellement, on doit signer des attestations pour Voilà, sortir bon, des là, classes. je veux partir après le plus Non, politique. mais Voilà, la société c'est après, dans on l'ordre. peut se demander, en fait, c'est l'État, son intérêt. Après, là, c'est plus le libertarien qui parle, mais l'intérêt pour l'État, c'est justement de détruire les familles pour assurer son pouvoir. C'est qu'après, en détruisant les familles, les gens deviennent des individus isolés et voilà, complètement isolés les uns des autres, et leur survie dépend uniquement de l'État-providence, de ce que fera l'État. Et c'est pour ça que les libéraux, en général, sont plus... Je sais que c'est pas l'image qu'on a forcément des libéraux, mais par rapport au rôle de l'État, les libéraux vont dire que la famille, normalement, justement, est le rempart contre l'État parce que c'est les réseaux de solidarité naturels qui existent et qui empêchent l'État qui est une force de frappe, une force contre l'État. Nous ne sommes pas dans une ligne économique libérale, mais de fait, nous, pourquoi est-ce que nous mettons la primauté sur la famille? C'est parce que selon l'ordre politique naturel que défend déjà Aristote, hein, et que nous, dans l'héritage duquel nous nous plaçons, c'est cette cellule prépolitique qui fonde la société, et notamment parce qu'elle se fonde sur le couple homme-femme en tant qu'il est fertile. Enfin potentiellement fécond. Oui. Ensuite, cette famille, c'est pas seulement un rempart, c'est la source de l'autorité légitime. Oui. Voilà. Oui. C'est surtout ça. C'est pour ça que c'est une cellule pré-politique, c'est-à-dire qu'elle prépare le politique, elle prépare la vie en société, déjà avec l'éducation des enfants, et par ailleurs, elle assure par délégation donc l'autorité des autres échelons. Ensuite, effectivement, l'État a tout intérêt à l'heure actuelle, hein, dans la conception moderne de l'État, à détruire cette cellule prépolitique dans la mesure où, effectivement, c'est aussi un espace de liberté et qu'on contrôle plus facilement des individus isolés, vous l'avez très bien dit. Je crois qu'on a un tag sur notre site Société atomisée que vous pouvez taper, qui revient un petit peu à vos réflexions. Par ailleurs, nous, on a quand même aussi repris pas mal dans nos textes l'analyse de Michéa dans l'enseignement de l'ignorance, qui rappelle qu'on est aussi à une ère, alors là, on va sans doute différer de vous, mais dans cet ouvrage, il explique que nous sommes une société qui a adopté l'idéal capitaliste, non plus seulement comme modèle économique, mais comme modèle de société. Et que dans ce modèle de société, on a besoin aussi d'individus qui sont isolés et qui sont aptes, voilà, à consommer et à rentrer dans ce modèle-là, qui est totalement inverse du modèle traditionnel, effectivement, fondé sur une certaine autonomie de la cellule familiale et locale et une certaine solidarité. Ouais, là, on va être en désaccord parce que nous, les libéraux, on pense plutôt que c'est tout le contraire, que la société est devenue ultra communiste et socialiste, et que justement, le but de l'État, c'est de détruire les cellules, les solidarités naturelles qui existent entre les personnes pour justement que l'État puisse imposer sa volonté à tout le monde. Donc bon, là, on a un avis différent, mais bon, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Je reste à disposition de tous ceux qui veulent en discuter. On a énormément de ressources sur notre texte pour ceux qui veulent justement se renseigner sur notre position. Justement, on est ouverte à la discussion. C'est une des libertés fondamentales qu'on aimerait défendre. Ce serait aussi la liberté d'opinion et de conscience. Voilà, pour pouvoir discuter librement de tous ces sujets-là. Ok, très bien. Ok, donc je vais je mettrai les liens des lettres à envoyer aux sénateurs et députés, et les liens vers
pardon, pas le collectif, le mouvement des Antigones, le Tipeee. Comme ça, Très bien. les auditeurs pourront se renseigner et contribuer s'ils le souhaitent. Merci Anne. Je vous en prie.